si vous aimez ou si vous n'aimez pas d'ailleurs le principe d'être vous-même noté, ces notes vous paraissent peut-être dérisoires. Prenez garde quand même, car demain, qui vous dit que votre assureur ou votre employeur n'aura pas accès à ces données, et plus largement dans un espace public rempli de caméras de surveillance pouvant détecter à quel moment vous ne traversez pas dans le passage? Êtes-vous sûr qu'à l'avenir, vous ne deviendrez pas finalement un citoyen de seconde zone? C'est le sujet de cette table ronde. Uber, Facebook, Airbnb, souriez, vous êtes notés avec nos invités qui sont déjà installés, qui s'appellent Diana Filipova, Arthur Degrave et Élodie René. Et le journaliste au point qui va modérer cette table ronde, c'est Lloyd Cherry. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin, samedi, pour assister à notre conférence. Je vais prolonger la présentation de nos invités. Donc Diana Filipova, qui est cofondatrice de l'agence éditoriale indépendante Stroïka, cofondatrice du mouvement Place Publique et autrice ou auteur de Technopouvoir dépolitisé pour mieux régner. À ses côtés, il y a Élodie René, qui est doctorante à l'université de Northampton. Elle a aussi travaillé chez Huawei quelques années. Elle s'intéresse dans le cadre de ses recherches aux politiques de transition écologique en Chine, en Europe et en Afrique de l'Est. Et enfin, Arthur Degrave, cofondateur de l'agence éditoriale indépendante Stroïka et auteur de Startup Nation, Overdose Bullshit, un pamphlet sur les grands mythes startup. Uber, Facebook, Airbnb, souriez, vous êtes notés. Alors, on pensait que cela s'arrêterait à l'école et au bulletin scolaire, mais la notification est devenue omniprésente. Pour choisir un endroit où dormir, où manger, où voyager, tout est noté. Alors, je vais demander à mes invités 4 étoiles comment, selon eux, c'est généralisé ce principe de notification globale du numérique. Diana. Alors, c'est quoi la question exactement? Comment tu as commencé cette idée de notification? Mais je crois que cette question d'évaluation de nous en tant que citoyens, elle n'est absolument pas nouvelle en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, elle prend une ampleur peut-être encore plus grande qu'avant parce que justement les fondements de nos sociétés libérales en particulier sont de plus en plus tournés vers la comparaison, la compétitivité, la généralisation finalement du domaine du marché. Donc par la force de cette extension croissante, on est de plus en plus évalué à 360 degrés. Je reprends un terme qu'on utilise souvent, par exemple, dans les entreprises. On note les employés à 360 degrés. C'est un des aspects qui prévaut. Même l'utilisation des termes comme compétence au lieu de savoir, etc., elle montre en fait que nous sommes sur une épistémologie qui est tournée d'une certaine façon vers l'évaluation et la notation permanente. Donc finalement, cette question du crédit social qu'on aborde aujourd'hui et qui est souvent abordée, qui est souvent traitée comme étant très spécifique à la Chine, il est premièrement pas du tout nouveau et deuxièmement pas du tout spécifique à la Chine, mais en fait au monde entier. Donc en fait, je pense que je vais laisser les spécialistes parler du cas de la Chine, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, la question n'est pas moins la finalité que l'organisation et le rapport entre ces crédits et la structuration de notre environnement. C'est-à-dire que dans nos sociétés, il est très difficile d'utiliser la notation de façon aussi directe que dans les sociétés plus autoritaires, comme par exemple la Russie ou la Chine. Donc elles le sont de façon complètement incitative et plutôt invisible, puisqu'elles sont finalement insérées dans l'environnement dans notre milieu de vie au jour le jour. Mais il serait illusoire de penser que nous ne sommes pas dans une généralisation massive du crédit social en France, en Europe et aux États-Unis. Il suffit de voir nos outils, de considérer un instant les outils qu'on utilise au quotidien, que ce soit les plateformes de services, comme par exemple les plateformes de mobilité, à l'instar de Uber, etc., où la notation est permanente. Sur Airbnb, la notation est permanente. Sur Facebook, elle l'est aussi, même si elle est beaucoup moins visible. Elle l'est par le regard qu'on s'envoie l'un l'autre. Donc nous sommes dans une société du regard
à 360 degrés généralisée, même si elle est incarnée de façon un peu différente dans les sociétés libérales. Donc en fait, le grand papa du crédit social et de la notation, c'est Bentham, qui a développé cette métaphore qui est devenue assez célèbre du panoptique. Donc le panoptique, en fait, c'est une ingénierie architecturale qui structure certaines institutions, comme par exemple la prison. Donc au milieu, vous avez une tour où est juché un gardien et qui peut voir, en théorie, tout autour de lui, ce qui se déroule dans la prison. Ce qui est assez intéressant chez Bentham, c'est que ce qu'il disait, qu'il disait qu'il n'était pas forcément nécessaire que quelqu'un se situe dans cette tour-là, que lié finalement l'œil de Sauron soit effectivement à l'intérieur de cette tour. En fait, il suffit que nous, on le pense, puisque à partir de ce moment-là, il y a tout un ensemble de mécanismes sociaux qui vont se mettre en place, de surveillance, de délation, d'évaluation permanente, qui vont fonctionner quand bien même il n'y a pas de gardien. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Bentham a un raisonnement déjà économique sur cette question. Ce qu'il essaie de trouver, c'est une façon qui répond à deux conditions. La première, c'est de généraliser une organisation sociale avec un coût relativement faible. Donc, pour le dire simplement, c'est l'économie de ce coût du gardien de prison qu'on n'est pas obligé de payer, il suffit juste qu'on croit qu'il est là. Et la deuxième chose, c'est comment en fait conjuguer plus de surveillance et plus de contrôle avec la conquête irrésistible des libertés, qui sont un des objectifs et des biens de nos sociétés libérales auxquels on n'est pas prêt de renoncer. Et en fait, le panopticon, il permet ça, puisque une fois que cette organisation environnementale est mise en place, finalement, les prisonniers, à l'intérieur de cette prison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent interagir entre eux, ils peuvent mettre en place des nouvelles normes, des mécanismes qui jouent en fait sur ces libertés et les droits. Ils peuvent conquérir de nouveaux droits, mais tout simplement parce que en fait, la finalité, elle est atteinte, quel que soit le fonctionnement de cette prison-là. Donc je voulais juste convier cette image parce qu'elle est aujourd'hui utilisée beaucoup pour montrer que nous sommes surveillés par les réseaux sociaux, mais en fait elle est faussement utilisée puisque ce n'est pas une question de surveillance directe, ce n'est pas le gardien qui nous regarde, c'est en fait le conditionnement, la conduite de nos conduites, pour reprendre une expression de Michel Foucault, qui fait que nous pensons qu'il est là et donc nous allons adapter notre comportement de façon quasi automatique et spontanée à cette infrastructure de surveillance globale. Je sais pas, j'espère que c'est clair. On pourrait me poser les questions après. Alors pour faire une petite précision sémantique, alors je dirais que ça a commencé au XVIIIe siècle. Enfin, l'idée a germé à ce moment-là. Petit rappel, numérique, on l'oublie un peu parce qu'en fait, de plus en plus en français, on utilise le terme de digital. Alors, digital, en français, c'est mon doigt. Ça vient de l'anglais digit, qui veut dire chiffre. Mais en français, normalement, on dit numérique. Et ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire que c'est une mise en chiffre du monde, qui est un vieux projet, un vieux fantasme qui naît à peu près au XVIIIe siècle avec les Lumières. C'est un projet condorcéen. C'est Monsieur de Condorcet qui fantasme cette mise en équation du monde. Et le numérique et l'informatique ne sont, à certains points de vue, que la continuation de ce vieux fantasme de mettre le monde en couple réglé. Et donc, quel est le moyen le plus simple et le plus efficace de mettre en coupe réglée, de rationaliser les comportements? La notation est l'une des manières de le faire. C'est pas la seule. Il y a aussi le nudge, il y a aussi le design, il y a aussi tout un ensemble de courants qui permettent de contrôler les comportements et de les faire rentrer dans les cases et en fait de supprimer la qualité, d'extraire la notion de qualité de nos existences quotidiennes et de faire rentrer la quantité à la place. Donc mettre en quantité, mettre en chiffres, c'est d'une certaine façon l'infrastructure technologique qu'on a créée donne corps à ce qui était un rêve à une époque reculée. Je ne suis pas sûr que ça continue à être un rêve très très longtemps. Élodie, est-ce que vous voulez réagir ? Oui, tout à fait. Pour rebondir sur cette mise en données du monde, il est probable que la financiarisation de l'économie et la place croissante des marchés financiers dans l'organisation du monde a largement accentué et accéléré ces systèmes de notation qui, dans le secteur financier, ont une importance cruciale. Les banques, les assurances ont besoin d'avoir des chiffres, d'évaluer la fiabilité, l'intégrité des emprunteurs. Elles ont besoin de chiffres pour leurs investissements.
pour les mécanismes spéculatifs. Ce passage effectivement d'un monde analogique à un monde numérique, tant sur le plan du monde des idées que de l'infrastructure technologique qui a permis ce passage-là, a effectivement accentué et on va dire donné un corps à ces vieux rêves de mise en données du monde qui datent effectivement du début des sociétés industrielles. Donc je parlerai peut-être du cas de la Chine un peu plus tard. Voilà. Arthur Degrave, la notification n'est pas contraire finalement au mythe égalitaire de la start-up. Vous avez écrit beaucoup sur la... Mais qui croit encore au mythe égalitaire de la Startup Nation ? Il faut vraiment être fou pour croire à une chose pareille. Non, c'est évidemment un monde qui est obsédé par l'évaluation, par la recréation de hiérarchies, par d'autres moyens. Donc effectivement, en apparence, dans l'organisation du travail, si on veut parler des startups, où tout le monde s'aime, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il n'y a pas si longtemps, la Silicon Valley se racontait encore toute une légende sur elle-même en pensant qu'elle était un univers méritocratique, égalitaire, versus la côte Est, je parle surtout du tournant des années 2010, qui s'était vautré dans le stupre, la finance, Wall Street qui s'était foutu dans le mur, contrôlée par des fils à papa qui avaient fait Harvard, alors que les entrepreneurs de la Silicon Valley avaient évidemment commencé leur aventure dans un garage, et donc c'était fait tout seul. Bon, il se trouve qu'en fait, si c'était le cas, on ne trouverait pas autant d'hommes blancs, diplômés, issus de la middle class américaine parmi les fondateurs de start-up. Donc, non, le monde des startups, le monde du numérique n'a jamais été un univers égalitaire. Il a d'ailleurs dans sa généalogie profonde, mais ça je laisserai Diana compléter là-dessus, puisque c'est un peu le cœur de son propos dans son bouquin. Dans sa généalogie, il n'y a pas seulement le libertarianisme est une espèce d'excroissance un peu ridicule qui se donne aujourd'hui d'histoires qu'on se raconte que ces gens se racontent sur eux-mêmes, mais dans leur généalogie, il y a des hippies qui se sont accouplés avec des militaires. Je suis désolé pour cette image un peu crado, mais c'est la réalité de la chose. Donc non, ce n'est pas un univers égalitaire. Et comme le disait Elodie, effectivement, je trouve qu'il est très difficile aujourd'hui de séparer, tant ils sont intriqués, l'extension de la logique technologique et l'extension de la logique de marché. Peut-être pour des raisons tout à fait... c'est peut-être pas une fusion absolue, mais en tout cas, aujourd'hui, une extension du domaine de la notation, une extension du domaine du numérique se traduit immédiatement par une extension du domaine du marché. Et par là, je veux dire que c'est presque, à mon sens, le rôle des startups aujourd'hui. Je veux dire par là que, c'est un des points que je couvre assez rapidement dans mon bouquin, pas très sérieusement, mais le bouquin n'est pas très sérieux, enfin, faussement pas sérieux, c'est que le rôle profond de l'entrepreneuriat aujourd'hui, le rôle du start-upper, tel qu'il est fantasmé par certains courants politiques qui peuvent être au pouvoir dans certains pays et qui fantasment l'avènement du futur d'une startup nation, c'est que le start-upper, en fait, il n'est pas là pour produire de l'innovation technologique de rupture. C'est-à-dire que, globalement, la plupart des startups qui prétendaient avoir créé des technos super disruptifs ces dernières années se sont révélés être des scams, des schémas de Ponzi, des arnaques. Je pense à Theranos notamment. Mais globalement, beaucoup de startups se contentent aujourd'hui de créer des plateformes et d'introduire des mécanismes de marché dans des domaines qui en étaient prémunis auparavant. Tinder a fait de la relation amoureuse, a fait de la rencontre amoureuse un marché. Airbnb a fait de l'hospitalité un marché. Donc fondamentalement, les plateformes et le numérique ces dernières années sont plutôt, et je pense qu'en fait, je sais que tu aimes la SF, pour moi les start-upers sont des terraformeurs. C'est-à-dire qu'ils introduisent, ils font pénétrer de façon détournée le marché dans des domaines, dans des secteurs de l'existence, que ce soit au niveau intime, dans le foyer, ou que ce soit au niveau collectif, en cassant des monopoles d'État potentiellement. Ils introduisent du marché là où il n'y en avait pas auparavant. Donc ils terraforment, ils changent l'environnement, et c'est pour ça qu'on les adore. Diana Filipova, comment la notification participe au technopouvoir, qui est un des grands thèmes de votre livre, de votre récent livre? En fait, c'est toujours plus simple de voir le fonctionnement des mécanismes lorsqu'il ne se passe pas chez nous. Donc je crois que l'exemple de la Chine nous permet de voir très clairement que les technologies, donc la technologie du crédit social, clairement, en fait, c'est une espèce d'énorme, pour l'image un peu simple, c'est une espèce d'aspirateur de données qui va juste amasser une énorme quantité de données sur les comportements des citoyens chinois
Et à partir de là, en fait, les placer sur une matrice, soit c'est des bons élèves, soit c'est des mauvais élèves, soit ils sont bien notés, soit ils sont sur liste noire. Et s'ils sont sur liste noire, le pire, c'est pas qu'ils puissent finalement pas accéder au crédit ou ne pas bénéficier des services, de certains services privés, mais c'est qu'ils soient au centre de l'opprobre de leurs voisins, donc qu'ils soient socialement considérés comme des personae non gratae. Donc clairement, les technologies qui sont derrière, donc l'aspirateur de données en gros, et leur utilisation, leur modélisation, leur mise à profit d'un certain objectif politique, ce ne sont pas des technologies, ce sont des technologies de pouvoir. En tout cas, elles sont mises au service de l'exercice et du maintien au pouvoir d'un certain système et de son développement. Donc c'est clair, c'est net. En Chine, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est problématique chez nous, c'est que nous avons depuis très longtemps considéré les technologies comme des vecteurs d'un certain progrès. Et je pense que nous avons du mal à voir que ce progrès, cette fiction du progrès, a été une très patiente construction politique et économique, un discours qui a été institué à partir du début du 19e siècle, lorsque la société industrielle et les premières technologies, les premières machines ont fait éruption, notamment dans les ateliers qui étaient organisés encore de façon complètement traditionnelle, très peu mécanisée, pas du tout à grande échelle, sans aucune organisation scientifique du travail. Donc en fait, quand ces premières technologies elles sont rentrées dans la vie des gens, et la vie des gens sous toutes ses facettes, tant au travail que dans leur foyer, avec évidemment l'électricité, que dans les villes où ils vivaient, puisque tout l'espace urbain a été réorganisé à partir de ces nouvelles technologies, il a fallu, pour les convaincre qu'il fallait les accepter, parce que c'était d'une violence extrême au XIXe siècle, comme le prouvent des très nombreuses mutineries et contestations qui étaient organisées à l'époque pour résister à l'invasion de la vie des gens par les machines, les vaccins, etc. Et il a fallu cultiver en fait tout un discours qui était élaboré dans les laboratoires scientifiques, dans les couloirs du pouvoir de l'époque, pour montrer que non, la technologie, c'est pas la destruction du milieu de vie traditionnel, mais c'est le progrès, c'est le futur, c'est quelque chose d'éminemment positif. Il y a eu énormément d'écrits qui ont opposé la vision des Lumières et du progrès de la croissance à l'espèce de peur viscérale des foules face à ces machines qui font l'éruption de leur vie. Enfin, un des bouquins les plus connus sur ce sujet, c'est celui de Gustave Le Bon, sur, je crois que c'est le sentiment des masses, donc qui montrait qu'en gros les masses sont par définition plongées dans une réaction sombre, et que heureusement qu'il y a la machine et le progrès pour les sortir de cette ignorance crasse. En fait, aujourd'hui, les choses sont plus subtiles. Certes, parce qu'on ne peut pas vraiment accuser les gens de façon aussi directe, mais elles ne le sont pas tant que ça. C'est-à-dire que dès que vous commencez à brandir un discours un peu négatif ou critique sur la question des technologies, ce qu'on appelle les technocritiques, eh bien, on vous accuse d'être un technophobe. Donc être un technophobe, c'est directement être écarté du discours. Un des penseurs les plus importants sur la question des technologies, Jacques Ellul, un Français, a été absolument constamment taxé de technophobie, écarté même du débat public durant tout le XXe siècle. Voilà, donc il y a quand même quelque chose qui fait que nous avons beaucoup du mal à avoir conscience sur la manière dont nous sommes structurés par la technologie aujourd'hui. Alors on va parler de la Chine, et on va avec Élodie René. Avant ça, peut-être dans la salle, vous avez regardé, certains ont peut-être vu Black Mirror, une série qui est disponible sur Netflix, avec dans la saison 3 un épisode intitulé Chute libre, qui imagine une société où tout le monde est noté. Ça ressemble un peu à une espèce d'Instagram, et donc il y a des notes en fonction de citoyens, et plus ta note est élevée, plus tu peux faire de choses. Et justement, donc pas mal de médias en parlent. Depuis quelque temps, le crédit social a été créé en Chine, et je vais laisser Élodie René expliquer comment c'est arrivé et vraiment comment cela fonctionne. Oui, alors en réalité, le projet de crédit social, il va bien au-delà de la simple notification des citoyens. Quand on regarde son origine historique, il faut remonter à Jiang Zemin, le premier à avoir formulé le projet de crédit social. Donc on est à la fin des années 90, 20 ans après, les politiques d'ouverture et de réforme de l'économie mises en place par Deng Xiaoping après 30 ans de maoïsme. C'est un moment où la Chine
est dans une phase de transition vers l'économie de marché aux caractéristiques chinoises. Donc on est dans la construction du capitalisme d'État chinoise et à ce moment-là, les banques sont largement sous-outillées en matière de registre bancaire et sont face à des problèmes d'insécurité dramatiques pour le crédit bancaire. Ça met l'économie chinoise en péril. Et à ce moment-là, Jiang Zemin met en place un projet de modernisation du crédit bancaire en Chine et commence à mettre en place des systèmes de registre pour première phase de notification des citoyens et des entreprises, donc globalement de tous les acteurs de la société qui vont emprunter de l'argent. Assez rapidement, on va étendre ce système-là sur certaines localités, au-delà des simples critères financiers, à des critères d'ordre plus politique ou de moins civilité, mais de façon relativement marginale et expérimentale. Jusqu'en 2014, donc fin des années 90 jusqu'en 2014, le système de crédit social concerne avant tout les données financières, est vraiment un système de crédit bancaire. Puis on a en fait, il y a peu de personnes en Chine, il y a 1,450 milliard d'individus, un pays à l'échelle d'un continent. Il y a une grosse majorité des habitants qui n'ont pas de compte bancaire, qui font tout en cash, et donc c'est très difficile d'évaluer finalement leur fiabilité. En revanche, l'émergence des grandes plateformes de e-commerce et des grandes plateformes numériques chinoises telles que Alibaba, Tencent, Baidu, etc., vont commencer à se lancer dans le crédit en ligne, et ça marche super bien en Chine. Ça permet à des gens qui n'ont pas accès au crédit, qui n'ont pas accès au système bancaire, d'avoir plein d'avantages, de bénéficier du crédit bancaire. En revanche, pour Alibaba, il doit répondre à un besoin, une demande des utilisateurs de sécuriser ces systèmes de crédit. Donc là, on va voir émerger des systèmes assez perfectionnés et avec des masses de données, puisqu'on est en Chine et qu'on a de nouveau, en termes démographiques, d'un seul coup, ça permet à ces plateformes de collecter de la donnée en masse. Donc ces agences-là, enfin ces plateformes-là, en se lançant dans le crédit financier en ligne, vont commencer à développer des techniques très élaborées, très sophistiquées de notation des citoyens. Et assez rapidement, Xi Jinping arrive au pouvoir en 2012, 2 ans après son arrivée au pouvoir. Donc Xi Jinping, c'est le président chinois qui a placé au cœur de l'architecture du pouvoir chinois, au plus haut niveau, le cyberespace comme outil stratégique de gouvernance du pays, donc non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et là, Xi Jinping comprend assez vite que ce système de notification des citoyens, déjà mis en place par plusieurs plateformes privées, est tout à fait intéressant pour son pouvoir. Et donc en 2014, il va officiellement faire adopter le plan national de crédit social 2014-2020, qui a pour objectif d'unifier l'ensemble des plateformes publiques et privées qui font du crédit, qui notent les citoyens, les entreprises, mais aussi les cadres de l'administration. Et il ajoute tout un passage, toute une dimension, on va dire, politique et morale. Alors là, un des slogans, parmi les nombreux slogans du parti, c'est de redonner de la moralité à la vie politique. Et ça c'est aussi une façon pour le parti de rendre des comptes face à sa population. Il faut bien voir que, contrairement à ce qu'on peut entendre ou qu'on pourrait croire spontanément, ce système-là est plutôt bien perçu par les citoyens qui demandent des comptes contre la corruption, contre l'immoralité, etc. Et le parti a très intelligemment propose, voilà, nous arrivons avec une solution très efficace, on va pouvoir contrôler
l'intégrité, la fiabilité, on va pouvoir remoraliser la vie politique, la vie économique, on va pouvoir sécuriser le pays sans mettre des flics à tous les coins de rue. La complexité en termes de compréhension de ce système-là, c'est que c'est un système de systèmes. L'objectif du gouvernement, c'est d'unifier l'ensemble des systèmes de notation dans une plateforme unique, Credit China, qui, elle, a été mise en place par Baidu et qui est contrôlée par une des principales administrations chinoises, NDRC, bon, je ne sais pas si c'est National Development and Reform Commission. Il faut voir que les principales applications du système de crédit social en Chine, c'est le contrôle du respect des lois par les entreprises et les administrations. Parce que, de nouveau, on est face à un pays qui est à l'échelle d'un continent avec une population qui dépasse le milliard. Et vous imaginez bien que pour le gouvernement central, c'est très compliqué de faire respecter les lois quand on est à Pékin, de les faire respecter à Urumqi, de les faire respecter à Chongqing. Il y a des résistances fortes de la part des potentats locaux. Le Parti communiste, il fonctionne avec différentes factions, avec des oppositions très violentes. Tout ça, bien évidemment, c'est très difficile de le faire sortir dans les médias parce que vous savez tous ce qu'il en est de la liberté de la presse en Chine. Pour autant, ça ne veut pas dire que le parti fonctionne avec une voix unique, etc. Mais précisément, le projet de Xi Jinping, c'est de récupérer un maximum d'informations à la base sur un système qui s'est développé avant tout sur le crédit bancaire et de récupérer des informations d'ordre politique, moral, civique, pour mieux contrôler non seulement les citoyens, mais aussi les cadres de l'administration et les entreprises. Est-ce que la Chine a ambition d'exporter ce projet de crédit social à l'international? Est-ce qu'on pourrait imaginer, on va faire un peu de prospective, de voir ça en France ou en Europe? Alors, c'est même pas de la prospective. Hein. Est-ce que vous avez peut-être entendu parler du projet des routes de la soie? Alors, c'est donc un projet c'est en gros le projet d'expansion de l'influence politique et économique des acteurs chinois à travers le monde, à travers notamment l'expansion de ces grandes entreprises dans les infrastructures BTP, mais aussi télécom. Et alors, associé à ce projet des routes de la soie, on a le projet des routes de la soie numérique, qui a officiellement pour objectif d'exporter le projet de crédit social chinois dans l'ensemble du monde. Alors pour le moment, principalement dans les pays développés, il y a déjà 65 pays qui font partie du projet des routes de la soie numérique. Et officiellement, alors c'est ça qui est intéressant, le gouvernement chinois présente son projet d'exportation du crédit social avant tout comme un projet on va dire de transnationaliser le crédit bancaire en ligne. Mais il est évident que derrière, il y a des enjeux politiques, surtout quand on a les principaux équipementiers télécoms comme Huawei, ZTE, qui sont en train d'installer toute l'infrastructure numérique d'un grand nombre de pays africains, Amérique du Sud, Asie centrale, Asie du Sud-Est. Donc ils sont en train dans ces pays-là, il est évident, ils peuvent tout à fait arriver près des gouvernements de pays qui sont en demande de contrôle de leur société, dans des contextes où on a des vraies problématiques sécuritaires. Voilà, la Chine sera totalement en capacité de livrer clé en main au gouvernement des systèmes de contrôle, de surveillance et de crédit bancaire. Un package. Oui, Arthur. Ça m'évoque quelque chose, j'ai l'impression que c'est intéressant parce que se poser la question de l'exportation du crédit social chinois nous installe un petit peu dans une forme de fantasme qu'on n'aurait pas ça chez nous déjà. Je veux dire par là que pour que ce type de contrôle se mette en place, il n'est pas certain qu'on ait besoin de la Chine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde la Chine toujours comme un espèce de cas un peu monstrueux, c'est lointain, puis et sans bien le connaître,
de notre perspective d'Européens ou d'Américains, on regarde ce qui se passe, on se dit, bon, c'est vrai que ça a l'air un peu totalitaire comme approche, mais oui, c'est un pays capitaliste, mais en même temps, c'est aussi des communistes, donc on va dire que ça vient du côté communiste. Sauf qu'en fait, non. Sauf que, comme Diana le rappelait tout à l'heure, le panopticon de Bentham, c'est un produit de l'imagination libérale. Pour reprendre aussi les réflexions de Michel Foucault sur la discipline et sur les sociétés du contrôle, le degré de violence et de brutalité dans les châtiments infligés dans une société donnée sont inversement corrélés au degré de contrôle. C'est-à-dire que dans une société où les choses... en gros, pourquoi on écartelait les types en place publique au Moyen-Âge? C'est parce que le contrôle étant très faible, de même qu'en Chine, c'est difficile de contrôler les choses, hein, parce que vu la taille du pays et vu le nombre de personnes, quand on chopait un type qui avait volé un bœuf, fallait bien lui éclater sa tronche pour faire un exemple, parce que vous saviez qu'en fait, pour un que vous chopiez, il y en avait 200 qui se baladaient dans la nature. Nous, non. On n'a plus besoin de faire ça, parce qu'en fait, on est dans des sociétés de contrôle qui ont une infrastructure panoptique de plus en plus performante, qui font qu'il n'y a pas besoin d'écarteler les gens en place publique. Les choses vont aller dans ce sens-là, vont s'auto-réguler de plus en plus. Mais c'est intéressant de se dire que la Chine, de toujours se dire que la Chine, effectivement, c'est le côté communiste qui prime, parce que, vous savez, une dictature, c'est quand les gens sont communistes, qu'il fait froid, que les gens portent des chapeaux gris, portent des chaussures avec des fermetures à glissière. Justement, l'auteur de science-fiction, Alain Damasio, qui était invité hier, parle du régime de contrôle mis en place par les gouvernements et les GAFAM, mais aussi d'une auto-aliénation du citoyen qui lui-même participe à ce système. Pensez-vous, et là je m'adresse à Diana, est-ce que tu penses qu'on entretient finalement notre propre aliénation avec la notification? Oui et non. Oui, forcément, mais avons-nous le choix en fait? C'est-à-dire, la plupart d'entre nous, si demain on se décide d'éteindre son téléphone et de le mettre dans un placard, on ne peut plus travailler, on ne peut plus savoir ce qui se passe dans le monde, on ne peut plus s'informer, puisque c'est bien le propre de la technologie, ce que disait Arthur tout à l'heure, ce que moi j'appelle dans mon bouquin la technomarchandisation, c'est de s'immiscer dans un milieu qui avant n'était pas soumis forcément à la fois au marché et à un contrôle technologique, et de le soumettre à ce double contrôle. Enfin, c'est même pas du contrôle en fait, c'est une double logique. Une logique qui est une logique de contrôle, puisque, par exemple, des relations aussi simples qu'aller emprunter une perceuse à son voisin sont soumises maintenant à un contrôle du marché, puisque maintenant il faut le payer, voilà, et de la technologie, puisque le paiement s'effectue en ligne, par une carte de crédit, etc. Donc il y a cette technomarchandisation-là, et en fait, elle nous conduit, c'est elle qui structure notre milieu, elle devient notre milieu, et à partir de là, certes, on peut se dire qu'on est aliéné parce qu'on n'est pas capable d'éteindre les notifications et qu'on va tout le temps être sollicité, mais en fait, c'est pas vraiment de notre faute, puisque c'est structuré de telle manière à ce qu'on puisse... Il faut vraiment appliquer un effort considérable, démesuré, pour arriver à vivre, à la fois du point de vue psychologique et très pratique, c'est-à-dire vivre dans cette société-là, qui est la nôtre, sans avoir recours à ces technologies. Le développement, donc on n'en a pas encore parlé, mais le développement croissant, l'intégration croissante de ces technologies à l'exercice du pouvoir officiel, comme par exemple récemment la reconnaissance faciale qui a été votée, ce qu'on appelle la LICEM, et qui va tout simplement généraliser notre identification par l'État avec la reconnaissance faciale, avec une impossibilité de se faire identifier autrement pour certains services, ou encore plus récemment cet amendement qui va permettre à l'administration fiscale d'aspirer massivement les données sur les plateformes comme Le Bon Coin, etc., de façon générale, générale et préalable, c'est-à-dire a priori, pour voir si derrière on n'est pas en train de frauder, etc. Évidemment, ça va concerner qui? Ça va concerner le pauvre mec qui a mis, ou la pauvre femme qui a mis son appartement en location de façon illégale. Pas du tout le milliardaire qui a de toute façon structuré son capital de telle manière qu'il n'a pas besoin d'aller sous-louer son appartement sur Le Bon Coin, si vous voulez, pour se faire les fins de mois ou payer ses impôts. Donc on va en plus, toutes ces technologies de contrôle, elles sont orientées sur qui? Sur ceux qui n'ont pas moyen d'y échapper, c'est-à-dire vous et moi, les faibles, ceux qui sont du côté des gens normaux. Ceux qui ont les moyens d'y échapper, c'est ceux qui structurent derrière ces technologies-là, et eux, ils n'ont aucun problème puisqu'ils savent très bien comment elles fonctionnent là, et ils sont dans une espèce d'organisation qui permet d'échapper. Je vais être un peu longue, mais j'aimerais juste rebondir sur autre chose.
La question de la Chine, qui est très intéressante, c'est que les Chinois sont beaucoup plus intelligents que nous, et ils regardent comment fonctionnent les sociétés libérales qui sont aujourd'hui en décomposition. Enfin, elles sont en train d'imploser et d'exploser de partout. Donc la Chine a adopté à un moment donné le mécanisme économique du marché. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ce mécanisme économique du marché vienne exploser leur société comme ils l'ont fait avec les nôtres, en fait, depuis le tournant néolibéral des années 80. Donc en fait, la question qui se pose, et que se pose la Chine et la Russie, de façon très claire, c'est comment éviter que en fait, les gens ne deviennent des loups les uns pour les autres. Comment faire pour que la marchandisation et la technomarchandisation n'emportent une déstructuration totale des rapports sociaux? Pour le dire différemment, comment en fait faire pour que je ne commence pas à demander à mon voisin de me payer lorsque je vais garder ses enfants pendant 5 minutes parce qu'il est en retard de son travail. Ce que nous, on fait, hein, on le fait aujourd'hui. J'ai encore récemment, je ne sais plus qui j'ai croisé, qui est en train de travailler sur une plateforme pour permettre aux parents parisiens de se rémunérer entre eux pour aller chercher des enfants à la crèche ou à l'école. C'est terrible. Avant, vous passiez un coup de fil à votre ami ou à votre voisin pour lui dire « Est-ce que tu pourrais pas récupérer mon gamin parce que je suis en retard du travail ?» Aujourd'hui, en fait, vous allez passer par la plateforme pour parler, et en fait, il va vous mettre une garantie de paiement au cas où vous ne remplissez pas, je sais pas quoi. Enfin, c'est absolument terrible. Donc, en fait, si ça arrive dans une société comme la Chine, ils n'ont pas du tout envie que ça aille vers ça. Donc, du coup, toute cette question du crédit social, il vise à structurer des comportements vertueux les uns avec les autres, puisque l'entraide, si on va, donc tu es quand même beaucoup plus spécialisé que moi, mais de mes lectures là-dessus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'entraide, le fait d'aller aider quelqu'un qui est en souffrance, de voir un malade, de nettoyer devant sa porte, de faire en sorte qu'il y ait un civisme on va dire dans les quartiers où on vit, sont en première ligne des chartes de ce crédit social et visent justement à préserver une sorte, mais par le biais de la technologie, une sorte de communisme, enfin, au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire des relations d'égal à égal qui ne soient pas intermédiées par l'argent, et par le mécanisme de l'argent et par le mécanisme de la technologie. Donc, en fait, leur logique, elle est, si on arrête de penser politiquement correct avec tous les éléments de langage, leur logique, elle est absolument parfaite, elle fonctionne bien, parce qu'en plus, ils sont mis en position pour que les entreprises privées rendent des comptes au pouvoir, qui est le pouvoir qui reste au centre de tout. Ils ont préservé une souveraineté politique et ils ont préservé une souveraineté territoriale, puisqu'ils ont refusé à ce que les Américains et les autres mettent le pied sur leurs données. Donc, moi, je convoque toujours cette image un peu effrayante, mais qu'il faut avoir en tête. Imaginons que demain, c'est la guerre. Donc, ça peut arriver, hein. Je veux dire, on croit qu'on est dans une société de paix, mais en réalité, il peut y avoir la guerre demain chez nous. Qui, aujourd'hui, est-ce que nous sommes bien placés, du point de vue stratégique, pour conduire cette guerre, alors que nos données ne sont pas dans les mains de l'État, qui sont dans les mains ni de l'État ni des entreprises françaises, elles sont pour la plupart, et les plus importantes, sont aux mains des entreprises américaines, que nous n'avons aucun aujourd'hui moyen légal et qu'on ne se met pas forcément en position pour retrouver la souveraineté sur ces données, les données qui sont le nerf de la guerre d'une guerre qui aurait lieu demain. Ça, c'est clairement, c'est là-dessus que se ferait le combat. Et par ailleurs, nous sommes en train de mettre en place un système de contrôle et de surveillance qui avance le sentiment finalement de colère que peuvent éprouver les citoyens face à un État qui, au lieu de résoudre les problèmes socio-économiques qui se posent aujourd'hui comme jamais dans ces dernières années, va en fait mettre va mettre les technologies au service des technologies de contrôle, des technologies d'exercice de pouvoir. Donc, si nous voulions emprunter un chemin qui nous conduirait tout droit vers une implosion sociale terrible, en fait, nous avons choisi le bon chemin, quoi. Et les Chinois, non. Ils ont choisi quelque chose de beaucoup plus intelligent et bien pensé. Et on ne peut ne pas adhérer. Moi, j'ai aucune envie de vivre dans une telle société. Aucune envie. Mais réfléchissons quand même à une logique interne, et cette logique interne, elle est beaucoup plus cohérente que la nôtre. Élodie, René, en quoi les systèmes chinois de notation diffèrent-ils des systèmes développés par les Américains ? Alors, ce qui est intéressant, je vais d'abord commencer par quelles sont les ressemblances. Il est évident que les Chinois se sont beaucoup inspirés de ce que faisaient les Américains, donc à commencer par le crédit bancaire et ensuite les plateformes numériques ont regardé ce qui passait un peu partout dans le monde, et donc surtout aux États-Unis parce que c'est là que ça se passe,
comment se mettent en place ces systèmes de notation, etc. Donc il y a dans la genèse, je dirais qu'il y a de vraies similarités. Effectivement, comme tu le disais, la différence en Chine, c'est que effectivement, le gouvernement chinois a très rapidement compris que conserver la souveraineté sur les données des citoyens, c'était absolument stratégique. Donc évidemment, pas question que les Américains, contrairement à l'Europe, viennent s'accaparer les données des citoyens. Donc, ils ont développé des entreprises, donc par des entreprises d'État, des entreprises nationales, et on a aussi encouragé l'émergence de géants privés dans le secteur des télécoms. Et la grosse différence, je dirais, que c'est justement cette relation entre la puissance politique, la puissance publique et les capitaines d'industrie, les chefs d'entreprise privées. C'est-à-dire que dans le système américain, on peut se poser la question de qui domine qui. Dans le système chinois, la réponse est très claire. C'est avant tout l'État chinois qui a le dernier mot. Il y a un exemple assez intéressant, vous connaissez peut-être Jack Ma, donc milliardaire chinois, patron d'Alibaba. Il y a quelques années, 2-3 ans, justement au moment où Xi Jinping a fait passer le projet de crédit social, Jack Ma a été assigné à résidence pendant quelques mois, façon pour le pouvoir aussi de l'intimider un petit peu, puis de lui faire comprendre qu'il fallait quand même travailler pour le parti, il avait beau être... Donc ça, c'est à mon sens une différence qui est assez significative. Le pouvoir chinois a très bien compris qu'il devait absolument garder la maîtrise de ce qui se faisait, de ce que les entreprises étaient en train de développer. Ce qui est très intéressant, c'est que pour l'État, il y a une alliance assez extraordinaire entre les capitaines d'industrie et le pouvoir politique. Le pouvoir politique laisse les acteurs utiliser le système de l'économie de marché pour développer les technologies les plus performantes. Donc on a un système de compétition, etc. Une fois que les technologies les plus pointues sont mises en place sur le marché, donc dans un système de marché, c'est à ce moment-là que l'État les récupère pour les intégrer dans son système de gouvernance. En contrepartie, l'État s'engage à se porter garant de la bonne santé économique des entreprises, leur assure des parts de marché, leur permet de se développer à l'international, leur assure des lignes de crédit bien généreuses. La grosse différence, effectivement, dans le système américain, c'est qu'on a des pouvoirs ex nihilo déterritorialisés qui sont des États sans être des États, qui de fait ont un pouvoir politique considérable, mais est-ce que le pouvoir séculaire, est-ce que le pouvoir des administrations, le pouvoir politique est vraiment en capacité de leur imposer telle ou telle ligne de conduite? On peut largement douter. Par contre, on peut largement supposer que l'inverse est vrai. Il n'y a qu'à voir en Europe, comme c'est compliqué de faire appliquer le RGDP. En Chine, le pouvoir a bien plus de capacité d'imposer aux entreprises juste, je voudrais rebondir sur quelque chose sur ce que tu disais par rapport au système de récompense. Alors, effectivement, dans les textes du crédit social, on met en œuvre, enfin, on présente la récompense des comportements vertueux, etc., comme un élément important du système de crédit social. En réalité, les chercheurs qui sont allés vraiment fouiller dans les données qui existaient sur les plateformes disponibles des gouvernements, qui ont cherché un petit peu à comprendre comment fonctionnaient les algorithmes, là on découvre que les sanctions sont beaucoup plus importantes. Proportionnellement, le système de récompense est beaucoup plus faible. Et alors ensuite, c'est toujours très compliqué de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment en Chine, parce que comment on a accès à l'information? Alors, soit c'est des études empiriques, donc il faut aller sur le terrain, aller vraiment rencontrer des gens qui sont soumis à ce système de notation, voir qui les note. Est-ce que c'est Alibaba via Sésame? Auquel cas, quand c'est Alibaba avec le système de Sésame Crédit, personne n'oblige, c'est comme vous sur Facebook ou Airbnb ou autre, personne ne vous oblige. Il n'y a pas un policier avec un flingue qui vous oblige à l'utiliser. Vous l'utilisez parce que c'est pratique, comme tu disais.
on ne peut pas dire qu'on est responsable, mais si les gens vont dans ce système-là, c'est que ces systèmes sont conçus pour être intelligents, bien pensés, pratiques, etc. Donc c'est comme un pot de miel finalement. Donc les gens s'engouffrent là-dedans, c'est ce qui se passe en Chine. Ce qui est très compliqué, c'est comme il y a plein de systèmes différents. Alors de nouveau, à l'échelle de l'État, il y a des critères différents, il y a des sanctions différentes. Pour avoir l'info, il faut aller fouiller. Il y a quelques études qui montrent que, par exemple, sur Alibaba, c'est assez intéressant pour mettre en place ce système de sanctions. Il faut interconnecter les systèmes. Donc, ça pourrait on pourrait facilement, en regardant ce qui se passe en Chine, imaginer ce qui pourrait se passer ici. Par exemple, Alibaba est connecté, enfin, passer des alliances avec des agences immobilières, avec effectivement l'équivalent de la SNCF, avec des agences de transport, avec des aéroports, etc., avec des écoles, et puis évidemment avec des administrations publiques, ceux qui vont donner des aides sociales, etc. Donc sur le système de Sésame Crédit, donc, il y a des notes qui vont de 350 à 900, et effectivement on a des systèmes de liste noire, liste rouge, liste verte, et comme Alibaba, donc pour prendre ce cas-là, a passé des accords avec un certain nombre d'autres acteurs, ça permet de mettre en lien les données, et à chaque l'individu ou l'entreprise qui a un score bas, automatiquement elle va avoir des sanctions, mais ces sanctions, si elles existent, quand on dit que voilà, ce système, si vous perdez des points, vous n'aurez plus accès à ça ou ça, attention, il faut voir de quelle autre qualité vous parlez, de quel système vous parlez, et ce système-là, effectivement, il a passé un accord avec tel ou tel truc. Ensuite, ce qu'on peut supposer qu'il va émerger, si ce n'est pas déjà le cas, c'est des systèmes où on peut racheter des points. Donc, par exemple, vous avez fait plein de choses absolument affreuses, vous avez écorché un chat vivant devant tout le monde, vous avez perdu beaucoup de points, vous avez beaucoup d'argent. On peut tout à fait supposer qu'il y a des gens qui vont se lancer dans le marché de la revente de points. Alors, je dirais, c'est pour ça que le système d'économie de marché en Chine, l'ultralibéralisme, il existe, il n'est pas bien. Jiang Zemin, c'était un des premiers, il s'est beaucoup inspiré de Friedman, de ce qui se passait en Angleterre, aux États-Unis, etc. Donc c'est un État, c'est très complexe de comprendre. Il y a à la fois un État puissant qui contrôle ses entreprises, il y a à la fois une population qui est soumise à des mécanismes d'ultralibéralisme. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à nos trois intervenants. Merci.